Les 8 et 9 mars, on a couvert Dentabule avec le CDB. C'était le tout premier salon de la BD de Castres qui réunissait plein d'artistes, dessinateurs, scénaristes et illustrateurs de la région et d'ailleurs. On y allait, déjà parce qu'on aime la BD, mais aussi pour voir les invités et leur poser des questions sur leur travail. Quand on pense aux artistes qu'on peut inviter dans un salon de la BD, on va forcément penser aux dessinateurs. Il faut dire que c'est leur travail qu'on a sous les yeux et qu'on voit en premier. Parmi les invités du salon, on a certes eu Phil Oren qui fait figure d'exception car il n'est pas artiste mais représentant d'une association. N'hésitez pas à aller regarder la vidéo qu'on a fait dessus d'ailleurs. Mais outre lui, c'était surtout Carbone qui différait des autres artistes. Elle n'est pas dessinatrice mais autrice d'albums jeunesse dans les années 2000 et de bandes dessinées depuis 2018. On la connaît pour les adaptations des romans Tout le bleu du ciel et Complot à Versailles, mais aussi pour d'autres BD qu'elle mentionnera plus tard dans l'interview. Bonjour, du coup en fait je m'appelle Bénédicte Carbonnet, donc j'ai été enseignante pendant plus de 20 ans, j'ai commencé à écrire en fait pour mes élèves. Et puis un jour, j'ai fait beaucoup d'albums jeunesse, du parascolaire. Et un jour, j'ai envoyé un projet bande dessinée, alors que j'y connaissais rien du tout en bande dessinée, aux maisons d'édition. Et là, tatin, je suis devenue Carbone. J'ai décidé de prendre un pseudo. Donc maintenant, je fais que du scénario de bande dessinée depuis 8 ans. Dans notre précédente interview, on a pu parler de l'auto-édition et de ses enjeux avec Amédée Albi. On a vu que c'était souvent un choix pris pour des raisons financières car ça permettait de gagner un peu plus même en vendant un peu moins et que de nombreux artistes faisaient ce choix après avoir expérimenté l'édition classique. Carbone a eu un parcours un peu différent, elle a auto-édité ses premiers bouquins à une époque où ça n'allait pas de soi et a même édité d'autres auteurs bien avant de travailler sur ses bandes dessinées. Ouais, j'ai commencé en étant auto-édité, en fait j'ai fait les trucs à l'envers moi. Non, c'est vrai que j'avais un projet en classe, je travaillais pour mes élèves autour d'albums d'autres, des classiques et d'auteurs. Et j'ai commencé à écrire une histoire et puis finalement c'est devenu un livre, mais c'était par hasard, voilà, parce que j'ai un collègue qui me dit moi je sais dessiner et puis une cousine qui me dit moi j'ai un copain imprimeur et donc je me suis retrouvée en fait à faire imprimer un livre et à monter une maison d'édition. Et donc tester l'auto-édition, et donc c'est quand même très très compliqué. Moins maintenant, mais à l'époque c'était aussi pas très bien vu. À l'époque on m'a dit oui mais en fait toi t'es auto-édité quoi. Enfin c'était péjoratif, c'était t'as pas fait tes preuves en fait. Fallait souvent argumenter et expliquer aux gens que c'était a priori quand même qualitatif et donc j'ai envoyé un premier projet à un éditeur et en fait ça a été pris tout de suite chez Ozu. Voilà, mais en fait, j'ai fait les choses entre guillemets un peu à l'envers. Et la maison d'édition a continué à vivre, mais à un moment, j'avais atteint mes limites, puisque auto-éditer, il faut gérer les stocks, il faut faire les maquettes, les fabrications, les commandes, les envois, la compta, la com, les festivals. Et du coup, je pouvais pas faire mieux, donc... Et ça tombait bien, un éditeur en fait a racheté ma petite maison d'édition. Mon premier projet BD qui a été envoyé, ça s'appelait Le Passe-Temps, qui est sorti chez Jungle. Et en fait mon deuxième projet ça a été La Boîte à musique et c'est celui qui m'a permis de vraiment décoller. On a eu un prix à Angoulême, on a eu plusieurs prix. Donc ça m'a permis aussi d'arrêter l'enseignement et de pouvoir me consacrer à temps complet au scénario de bande dessinée. On s'était demandé un peu naïvement s'il y avait un thème récurrent dans son travail, un sujet qui la touche et qu'elle voudrait explorer régulièrement. Pas vraiment. En fait, c'est même plutôt l'inverse. Ses inspirations lui viennent lorsqu'elle regarde les œuvres d'artistes sur les réseaux sociaux. Quand le courant passe bien, elle leur laisse proposer ce que eux veulent explorer dans l'univers, l'histoire et l'esthétique. Ça dépend des projets en fait. Chaque projet est différent. Quand c'est une adaptation, forcément, c'est de mettre sa patte proposer une autre version, une autre vision du projet, mais il a déjà été fait. J'avais pas envie de reprendre textuellement en fait ce que Mélissa a fait. Elle a fait ça très très bien. Je n'avais pas cette prétention-là. Après ça dépend vraiment des projets. La boîte à musique c'est mon univers, c'est moi qui l'ai créé, c'est moi qui en fais ce que je veux.
Mais je me pose pas 15 000 questions. Enfin, je me laisse porter par les personnages, je vois où ils m'emmènent. Il y a toujours un message, voilà, en général, il y a mon côté aussi instit, voilà, je veux véhiculer des choses. J'ai rarement écrit des trucs pour écrire des trucs. Enfin, non, mais puis si ça n'a pas de morale, si ça n'a pas de message, enfin, ça m'intéresse pas. Puis ça, en fait, ça n'intéresse pas grand monde non plus. Donc voilà, j'essaye de, à chaque fois, faire découvrir des choses. Je te fais apprendre sans que tu te rendes compte que tu as appris. Voilà, ou découvrir quelque chose. Par exemple, quand j'ai fait Dans les yeux de Lia, on m'a souvent posé la question, tu voulais écrire sur le handicap? Non. Enfin, à la base, c'était pas l'idée. Il s'est retrouvé que l'héroïne, en fait, quand j'ai écrit l'histoire, à partir d'un dessin que Justine Cunha avait posté, en fait, c'était une jeune fille rousse qui est de profil. Et en fait, quand j'ai vu ce dessin, pour moi, elle était dans un fauteuil. Mais sur le dessin, tu vois pas qu'elle est sur un fauteuil. En fait, c'est moi, mon imagination. Et du coup, ça y est, elle était dans un fauteuil. Pourquoi elle est dans un fauteuil? Voilà. Mais j'avais pas forcément, au départ, envie de travailler. J'ai pas dit, je vais faire un projet pour traiter du handicap. Voilà, c'est juste que du coup, cette héroïne, j'avais décidé qu'elle était dans un fauteuil. Et pourquoi elle était dans un fauteuil? Et finalement, ça va devenir sa quête. Voilà, parce qu'elle s'est fait renverser et de découvrir qui c'est et pourquoi justice n'a pas été faite. Voilà, c'est... Après, il y en a, il y a 2 auteurs qui veulent... Voilà, moi, je veux parler du deuil, je veux parler de la pauvreté, je veux parler de l'écologie, je veux parler de... Voilà. Moi, je suis pas forcément dans cette optique-là, en fait. Plutôt des coups de cœur visuels ou des rencontres avec un auteur. Voilà, j'ai discuté avec un dessinateur. Je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu as envie de dessiner? Parce que c'est toi qui vas dessiner le truc, qu'est-ce qui te fait kiffer, qu'est-ce que t'aimes? Ah, moi j'adore les phares, les bateaux, voilà, et ok, on va partir sur une histoire. Et en fait, voilà, du coup l'histoire se fait en fonction de ça aussi. En fait, chaque histoire a une histoire, quoi. Logiquement, la question qui suivait, c'était du coup la place de la collaboration dans son travail. Vu qu'elle laisse de la place aux dessinateurs pour mettre de leur univers et leur goût dans leurs œuvres, elle doit donc beaucoup échanger et travailler avec eux, pas vrai? Pas vrai? Ça dépend. En fait, ça dépend vachement. Ça dépend vraiment des projets et des sensibilités. Il y a des dessinateurs qui veulent rester très libres. Donc voilà, je vais juste leur donner des intentions, voilà, je leur fais une proposition de découpage. Donc il y en a qui, entre guillemets, voilà, ça leur va bien parce que je leur mâche le travail. C'est ma manière de travailler en faisant un storyboard, mais qui n'est pas dessiné, puisque je dessine vraiment pas du tout. Mais au moins, j'imagine a priori ce que pourrait être la planche. Et puis il y en a d'autres qui veulent être plus libres. Et puis il y en a qui vont faire des propositions. Voilà, Jérôme, sur le tome, je ne sais plus, c'est le tome 3, me demande, voilà, est-ce que ça te dérange si ça se passe en hiver? Ben non, il me dit, oui, j'ai envie de dessiner la neige. Mais soyons fous, ça se passe en hiver. Je lui dis, et puis même ça m'arrange en fait, parce qu'à un moment il faut qu'il suive un personnage et dans la neige, on va y avoir des traces. Voilà, et puis du coup on discute et où je lui dis c'est pas possible parce que en fait dans la suite de l'histoire c'est compliqué parce que pour mille et une raisons que je vais justifier. Mais voilà, ça dépend vraiment vraiment des projets. Parce que par exemple Complot à Versailles, c'est une dessinatrice italienne, j'ai 0 contact. Je sais pas à quoi elle ressemble, je sais pas qui elle est. Tout passe par un agent, par l'éditeur qui est en contact avec l'agent de la dessinatrice. Et elle fait exactement ce que je lui ai demandé. Elle va pas chercher. Alors c'est confortable parce que je peux sans problème lui dire je veux que tu me dessines un pré où il y a 100 chevaux. Je m'en fous. C'est pas que je m'en fous, mais voilà, si c'est un dessinateur voilà, que je connais et que je vais pas lui demander de dessiner un pré avec 100 chevaux si ça n'a aucun intérêt. Voilà, je vais vraiment lui demander de dessiner ce qu'il y a à faire. Après, je vais jamais demander à la dessinatrice de Complot de dessiner son chevaux s'il n'y a pas besoin. S'il n'y a pas besoin, mais c'est vraiment des choses voilà, différentes. Mais je connais pas du tout dessinatrice Complot. Et ça nous avait vraiment intrigués.
Alors qu'elle nous racontait juste avant que les duos avec ses dessinateurs se faisaient très naturellement, avec des coups de cœur graphiques et pas mal d'échanges, ça nous avait fait bizarre qu'elle nous dise qu'il n'y avait aucune relation avec la dessinatrice de Complot à Versailles. Donc, on a voulu en savoir plus sur comment la collaboration entre les deux s'est faite et de manière générale, comment elle se mettait en lien ou était mise en lien avec ses dessinateurs. Et bah ça aussi, ça dépend. C'est l'éditeur en fait, c'est l'éditeur qui l'a trouvé. Autant il y a des fois c'est moi j'arrive, on est déjà en binôme. Pour la boîte à musique, j'avais moi écrit l'histoire, j'ai écrit l'histoire à partir d'un dessin que Jérôme avait posté sur les réseaux. Comme pour Dans les yeux de Lia, c'est Justine qui avait posté ce fameux dessin. Voilà, donc après j'ai une idée, je vais le contacter en priorité. S'il m'avait dit non ça m'intéresse pas, j'aurais contacté quelqu'un d'autre. Ça dépend vraiment des fois. Là, c'est l'éditeur qui a trouvé Juliette. Ça dépend des projets. Des projets qui naissent, comme ça. J'ai un autre projet avec Juliette. Parce que du coup, on se connaît. Et puis, elle avait un dessin. Je lui dis, mais celui-là, c'est génial. Et puis, ça me parle tout de suite, tu pitches quelque chose, et tu fais un projet qui aboutira peut-être pas, mais ça dépend des fois on va mettre 1 an à trouver un dessinateur, voire des fois jamais, parce que y a des dessinateurs, quand, entre guillemets, quand ils sont bons et si en plus ils sont connus, et ils vont me dire je veux bien bosser avec toi, mais par contre rendez-vous en 2032. Voilà, oui. Parce qu'ils sont pris sur une série. Jérôme, il met presque 1 an pour faire un tome. Donc, il a déjà consacré 5 ans à la boîte à musique. Il va encore consacrer 5 ans à la boîte à musique. Ça fait quand même 10 ans de sa vie, quoi. Et pendant ce temps-là, il fait pas autre chose. Du coup, les duos dessinateurs-scénaristes peuvent se créer de différentes manières. Ça peut être Carbone qui découvre l'artiste de son côté et met en place le projet, mais aussi l'éditeur qui va proposer un dessinateur à Carbone. Mais du coup, à part ça, c'est quoi la place de l'éditeur dans la création de l'œuvre ? C'est toujours pareil, ça dépend en fait des éditeurs. Non, mais après, ça dépend des éditeurs. Il y a des fois, tu te dis, c'est pas ça que j'avais en tête, mais c'est aussi lui, c'est quand même lui qui décide, c'est lui qui a les sous. Donc, à un moment, si vraiment ça correspond pas, je vais lui dire. Ou alors, après, on a des affinités, il y a des dessinateurs. C'est aussi une relation. On se dit, non, en fait, je veux pas, ou je veux plus, ou la série s'arrête parce que derrière, c'est pas juste du dessin, on y met aussi de nous. Donc l'éditeur, en général, comme c'est lui qui trouve, il va me proposer. Donc là où je dis, vraiment, je le sens pas parce qu'en plus, ça correspond pas du tout à ce qu'on attendait, et l'image que j'en avais. Mais pourquoi pas, dans ces cas-là, il fait un test. Voilà. Mais en général, oui, il faut mon accord. Et puis, des fois... En jeunesse, par contre, ils en ont mais rien à faire. Il y a plein d'albums jeunesse où, en fait, j'ai su qui avait dessiné mes histoires, en fait, en recevant le livre. Ah oui. Là, tu dis, ok. Ah oui. Oui, après, c'est pas un grand monde, donc il y a des fois, je travaillais beaucoup avec Hélène Lescott pour les histoires pour les bébés, elle m'envoyait un petit message, alors j'ai reçu une histoire de papillon, je pense que c'est toi. C'est-à-dire qu'en fait, l'éditeur a enlevé même mon nom sur le manuscrit. Sur mon histoire, il a enlevé le nom. Même le dessinateur ne sait pas l'histoire de qui il dessine. C'est chaud cette histoire. Voilà, c'est parce que là, c'est un peu du commercial. Un livre jeunesse, ça reste la durée de vie, c'est 2 ans. En BD, on n'est pas du tout sur le même registre. On y met plus de... on ne le pense pas juste comme un produit qu'on va vendre. Après, l'éditeur, c'est pas un philanthrope, il est là pour faire de l'argent. Il est là pour vendre, donc on bosse tous pour ça, mais tu sens que la BD, c'est pas un livre, c'est pas n'importe quel livre, c'est une BD. En tant qu'autrice avec un certain parcours, Carbone porte plusieurs univers avec elle. C'est un travail sur le temps long et qui se cumule, donc aujourd'hui, si on veut la suivre, avec le nombre de séries qu'elle crée encore, il y a l'embarras du choix. Alors oui, j'en ai pas mal. Du coup, j'ai la suite de la boîte à musique, puisqu'il doit y avoir encore 5 tomes. Je suis sur d'autres adaptations de romans. Là, on est sur la suite de La Sentinelle.
Mais du coup, on change de dessinateur. En fait, Charline en fait, attaque une nouvelle série où je suis co-scénario et qui sera aussi chez Dupuis. Voilà, du coup, ils sont en train de faire la liaison. Voilà, du coup, c'est Jalot, c'est un dessinateur espagnol qui, du coup, doit dessiner à la manière de Charline pour que le lecteur, en fait, n'aperçoive pas qu'on a changé de dessinateur, mais aussi tout en apportant quand même un petit peu sa patte, et ça va être très très chouette. Ouais, enfin, je suis pas mal occupée, ouais. J'ai pas mal de séries. Après voilà, c'est mon métier à temps complet. Merci à Carbone d'avoir accepté de nous parler. On espère que ça vous a intéressé ou que son travail a ouvert votre curiosité. Il nous reste plus qu'une interview pour clôturer cette série de vidéos, celle de la star du salon, le J.